Elle a déjà un pied dans la tombe mentale, Bastien. Et ce serait un crime de la laisser seule dans cette immense maison, murmura ma belle-fille Nathalie, d'une voix que j'aurais pu croire pleine de compassion, si je ne l'avais pas vue, une seconde plus tôt, ajuster son voile de deuil avec un sourire satisfait devant le miroir de la sacristie. Ces paroles m'ont frappé en plein cœur plus violemment que n'importe quel reproche, alors que nous étions encore dans l'enceinte de la vieille église de Lyon pour les funérailles de mon cher Jean-Pierre. Mais ils ne savaient pas qui j'étais vraiment. Ils oubliaient que 40 années passées à enseigner la littérature m'avaient appris à lire entre les lignes et à débusquer les trahisons les plus finement dissimulées. Pour eux, je n'étais plus que Geneviève, la veuve éplorée et fragile, une proie facile. Mais je tenais déjà entre mes doigts la preuve qu'ils allaient regretter leur impatience, car ce que j'avais glissé au fond de cet immense panier de roses n'était pas un dernier hommage, mais le premier témoin de leur chute. L'air de l'église était lourd, saturé par l'odeur d'encens, et celle plus entêtante encore des centaines de fleurs qui s'entassaient près du cercueil en chêne sombre de mon mari, l'homme qui avait partagé ma vie pendant près d'un demi-siècle. Je me tenais là immobile, une silhouette noire perdue dans l'ombre d'un pilier de pierre séculaire. Mes mains gantées de dentelle fine tremblaient légèrement, non pas de vieillesse, mais de cette colère froide qui commence à bouillir lorsqu'on réalise que ceux que l'on aime vous considèrent déjà comme un meuble encombrant. Mon fils Bastien, l'architecte dont j'étais si fière, se tenait à côté de sa femme la tête basse. Il semblait écrasé par le poids du moment, ou peut-être par la pression constante de cette femme qu'il avait épousée, et qui manifestement le menait par le bout du nez. « Écoute-moi, Bastien », insista ma belle-fille Nathalie, en posant une main gantée sur l'épaule de mon fils. Elle perd la tête, tu l'as vue ce matin chercher ses lunettes, alors qu'elles étaient sur son nez. C'est le début de la fin. Si nous n'agissons pas maintenant, si nous ne la plaçons pas dans une structure adaptée, nous perdrons tout. La maison de Provence, l'héritage de ton père, tout cela sera englouti par des frais de santé ou pire, par ses propres erreurs de jugement. Tu sais dans quel état sont nos finances à cause de tes chantiers qui n'en finissent pas. Je sentis une larme couler sur ma joue, mais je ne l'essuyais pas. Je restais cachée derrière l'épais rideau de velours qui séparait le transept de la petite chapelle latérale. Chaque mot était une gifle. Mon fils ne répondait rien. Il ne prenait pas ma défense. Il se contentait de fixer ses chaussures cirées, laissant le venin de Nathalie se répandre. « On ne peut pas simplement la jeter dehors. » Balbutia enfin mon fils Bastien, c'est ma mère Nathalie. Elle vient de perdre son mari. On doit lui laisser le temps de faire son deuil. Le temps est un luxe que nous n'avons pas, répliqua ma belle-fille Nathalie d'un ton sec, presque cassant. Le notaire va nous appeler la semaine prochaine. Si elle commence à délirer devant lui, le testament pourrait être mis sous tutelle. Il faut qu'elle signe ces documents avant qu'elle ne devienne totalement incohérente. Regarde-la là-bas, elle a l'air d'un fantôme. Elle ne se rend compte de rien. C'était là leur erreur. Je me rendais compte de tout. Je voyais les regards en biais des voisins. J'entendais les chuchotements des collègues de Jean-Pierre qui venaient me présenter leurs condoléances, avec cette pitié condescendante que l'on réserve aux mourants. Mais surtout, je voyais le manège de Nathalie. Elle s'était occupée de tout pour les funérailles, prétendant vouloir me soulager. Elle avait commandé les fleurs choisies le traiteur, et surtout, elle avait insisté pour porter elle-même cette immense Langhoahong, ce panier de roses blanches et rouges, qu'elle voulait placer au pied de l'autel. J'ai attendu qu'ils s'éloignent vers l'allée centrale pour rejoindre les autres invités. Ma démarche était lente, calculée. J'ai croisé le regard de ma petite fille Chloé, qui me surveillait de loin, avec une expression inquiète.
Elle au moins semblait percevoir que quelque chose ne tournait pas rond. Mais elle était trop jeune, trop loin des préoccupations sordides de ses parents. Je lui adressai un léger signe de tête, un message silencieux pour lui dire que je tenais bon. En passant près du grand panier de roses, je fis semblant de trébucher légèrement. Ma main s'appuya sur le bord de l'osier tressé. Dans un mouvement fluide, presque invisible, je sortis de ma poche un petit boîtier noir, pas plus grand qu'une pièce de 2 €. C'était un dictaphone haute fidélité que j'avais acheté en secret quelques jours plus tôt, après avoir surpris une première conversation suspecte dans la cuisine. Je l'enfonçai profondément dans la mousse humide, qui maintenait les fleurs en place, juste au centre du bouquet, là où personne ne songerait à regarder. « Repose en paix, mon amour, murmurai-je, en direction du cercueil. Mais sache que je ne les laisserai pas détruire, ce que nous avons construit. » Le reste de la cérémonie fut un flou de chants grégoriens et de prières récitées sans conviction par un prêtre qui semblait avoir hâte de finir sa journée. Je restai droite, le dos rigide sur le banc de bois dur, sentant le regard de Nathalie peser sur moi, comme une menace. Elle s'était assise juste derrière moi, et je pouvais entendre son souffle court, trahissant son impatience. Elle ne pleurait pas. Elle calculait la valeur des lustres de notre appartement lyonnais, le prix au mètre carré de notre villa dans le Luberon, la valeur de la bibliothèque de Jean-Pierre. À la sortie de l'église sur le parvis balayé par un vent froid d'automne, Nathalie s'approcha de moi avec une sollicitude écœurante. « Ma petite Geneviève, vous devez être épuisée, » dit ma belle-fille Nathalie, en tentant de prendre mon bras. « Bastien et moi avons pensé qu'il serait préférable que vous ne rentriez pas seul ce soir. Nous allons venir avec vous à l'appartement, juste pour quelques jours, le temps que vous repreniez vos esprits. »« C'est très gentil à vous, Nathalie, » répondis-je en forçant un sourire tremblant, mais j'ai besoin de calme. La solitude ne me fait pas peur, c'est le bruit des autres qui m'effraie en ce moment. « Mais vous avez oublié d'éteindre le gaz 2 fois la semaine dernière » intervint mon fils Bastien, s'avançant à son tour, le visage marqué par une culpabilité qu'il essayait de masquer derrière une autorité factice. « On s'inquiète pour toi, maman. On veut juste s'assurer que tu es en sécurité. » Je les regardais tous les deux. Ils mentaient avec une aisance déconcertante. Je n'avais jamais oublié d'éteindre le gaz. C'était elle, j'en étais certaine maintenant, qui avait tourné les manettes en mon absence pour créer un incident et justifier leur intervention. Je suis une vieille femme, pas une idiote, pensais-je, mais je gardais ces mots pour moi. À la place, je feignis une soudaine absence, laissant mon regard errer dans le vide, vers les tours de la primatiale Saint-Jean, qui se découpaient sur le ciel gris. « Où est Jean-Pierre » demandai-je d'une voix délibérément éteinte, comme si j'avais perdu le fil de la réalité. Il m'avait dit qu'il m'attendrait à la voiture. Nathalie échangea un regard triomphant avec Bastien. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que le deuil m'avait enfin fait basculer dans cette démence qu'elle appelait de ses vœux. Jean-Pierre est parti. Geneviève soupira ma belle-fille Nathalie avec une fausse douceur. Venez, montons dans la voiture. Nous allons prendre soin de vous. Je me laissai conduire jouant le rôle de la vieille mère brisée. Mais dans ma main serrée au fond de ma poche, je sentais la petite télécommande qui me permettrait de récupérer plus tard les enregistrements de ce qui se dirait autour de ce panier de roses que Nathalie insistait tant pour ramener à l'appartement sous prétexte de décorer le salon pour la veillée. Elle ignorait que chaque mot de leur complot allait être gravé dans la mémoire numérique de mon petit appareil. En montant dans la berline noire de mon fils, je jetai un dernier regard vers l'église. Le jeu venait de commencer, et Nathalie ne se doutait pas une seconde que la vieille professeure de littérature, qu'elle méprisait tant, était en train d'écrire un scénario dont elle ne sortirait pas indemne. Je m'installai sur la banquette arrière, fermant les yeux pour masquer l'étincelle de lucidité
qui brûlait encore dans mes prunelles. Le trajet vers notre appartement du 6e arrondissement se fit dans un silence pesant, seulement interrompu par les bruits de la ville. Nathalie pianotait nerveusement sur son téléphone portable, sans doute déjà en train de lister les biens qu'elle comptait liquider. Bastien conduisait avec une prudence excessive, comme s'il transportait un colis de cristal prêt à se briser. Je les observais à travers mes cils baissés. Ils étaient si sûrs d'eux, si certains que ma mémoire s'effilochait comme un vieux tissu. Une fois arrivée, Nathalie s'empressa de poser le panier de roses sur la table basse du salon juste à côté du fauteuil préféré de Jean-Pierre. C'était l'endroit idéal. C'était là qu'il s'assiérait pour discuter de mon sort quand il penserait que je dormais. « Reposez-vous, Geneviève », me lança ma belle-fille Nathalie en me poussant doucement vers ma chambre. « Nous nous occupons de tout. » Je fermai la porte de ma chambre et attendis. J'écoutais leurs pas dans le couloir, le murmure de leur voix qui s'éloignait vers la cuisine. Un sourire amer étira mes lèvres. Ils voulaient me voler ma vie, ma maison, mes souvenirs. Ils voulaient me transformer en une ombre sans voix, enfermée derrière les murs gris d'un établissement pour vieillards dépendants. Mais j'étais Geneviève, et j'avais encore quelques leçons à leur donner. Le voyage vers notre villa en Provence nichée, au milieu des champs de lavande et des oliviers centenaires, aurait dû être un retour aux sources apaisant, mais il ressemblait plutôt à un transfert de prisonnière. Mon fils Bastien conduisait la voiture avec une raideur inhabituelle, ses yeux fixés sur la route sinueuse qui grimpait vers le plateau, tandis que ma belle-fille Nathalie, assise à l'avant, ne cessait de passer des appels en chuchotant, jetant de temps à autre des regards furtifs dans le rétroviseur pour vérifier si je dormais. Je restais silencieuse, le visage tourné vers la vitre, observant les paysages que Jean-Pierre et moi avions tant aimés, mais mon esprit était en alerte maximale. Dès notre arrivée dans la cour de gravier blanc, l'ambiance changea. Nathalie ne perdit pas une seconde. Elle s'empara de mon sac à main sous prétexte de m'aider à descendre, et je sus à cet instant précis que la phase active de son plan venait de commencer. La maison d'ordinaire si chaleureuse avec ses murs de pierre ocre et ses volets bleu lavande me parut soudainement froide et étrangère, comme si les ombres s'étaient allongées pour mes pieds. Le lendemain matin, le premier incident éclata calculé, avec une précision chirurgicale. Je m'étais levée tôt comme à mon habitude pour préparer mon café et sortir sur la terrasse, mais quand je voulus prendre mes clés sur le crochet en cuivre près de la porte d'entrée, elles n'y étaient plus. Je cherchais partout déplaçant les bibelots, soulevant les nappes, feignant une panique croissante que je ne ressentais pas vraiment, car je savais exactement qui les avait prises. Ma belle-fille Nathalie entra dans la cuisine, en ajustant sa robe de chambre en soie, affichant un air de fausse surprise, mêlé d'une inquiétude jouée, avec un peu trop d'insistance. Elle s'approcha de moi, posant une main froide sur mon bras. « Mais enfin, Geneviève, que cherchez-vous donc avec tant d'agitation ?» demanda-t-elle d'un ton mielleux, qui me fit monter la nausée. « Mes clés, Nathalie, je ne les trouve plus, elles étaient là hier soir, » répondis-je en laissant ma voix trembler, juste ce qu'il fallait pour la conforter dans son idée. « Vous voyez, Bastien, je vous l'avais bien dit. » Soupira ma belle-fille Nathalie, en se tournant vers mon fils, qui venait d'entrer dans la pièce. Elle perd tout, c'est le 3e oubli majeur, depuis 48 heures. Mon fils Bastien ne dit rien. Il se contenta de fixer le carrelage, avec une expression de malaise profond, incapable de croiser mon regard. « Mais maman, tu les as peut-être mises dans le réfrigérateur ou jetées à la poubelle sans faire exprès ?» murmura mon fils, d'une voix monocorde, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur.
Je les vis échanger un regard entendu, un mélange de satisfaction pour elle et de lâcheté pour lui. Je décidai alors de jouer le jeu à fond, me mettant à fouiller des endroits absurdes, comme le pot à farine ou le panier du chat, tout en marmonnant des phrases incohérentes sur le temps qui passe. Nathalie souriait intérieurement. Je le sentais. Elle pensait que le piège se refermait sur moi, alors que c'était moi qui l'observais s'enferrer dans son propre mensonge. Quelques heures plus tard, je voulus vérifier mon téléphone portable pour appeler ma petite fille, Chloé. Mais l'appareil avait également disparu de ma table de chevet. Quand je finis par le retrouver caché derrière un lourd rideau de velours dans le salon, je découvris avec effroi que Nathalie avait réussi à déverrouiller le code et à modifier mon calendrier numérique. Des rendez-vous chez le notaire et le médecin avaient été décalés, certains supprimés, et des alarmes avaient été réglées à des heures indues à 3 heures du matin pour me désorienter et me priver de sommeil. C'était une forme de torture psychologique lente, une tentative délibérée de me faire douter de mes propres sens et de ma propre mémoire. Mais elle ignorait que j'avais toujours un double de clés, caché dans une vieille boîte à biscuits au fond du garage, et que j'avais déjà mémorisé tous les numéros importants. Je reposais le téléphone exactement là où elle l'avait mis, effaçant mes traces, et retournai m'asseoir dans mon fauteuil, avec l'air d'une femme vaincue. L'après-midi même, une voiture sombre s'arrêta devant la villa. Une femme à l'allure sévère, vêtue d'un tailleur gris austère, et portant une mallette en cuir en descendit. Ma belle-fille Nathalie s'empressa d'aller l'accueillir, sur le perron l'appelant docteur, avec une déférence exagérée. Je compris immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un vrai médecin, mais d'une complice ou d'une employée d'une agence de service, à la personne peu scrupuleuse recrutée pour valider le diagnostic de démence que Nathalie cherchait à m'imposer. « Geneviève, voici le docteur Martin. Elle vient juste vous faire une petite visite de routine pour vérifier votre tension et votre état général, » affirma ma belle-fille Nathalie en me poussant doucement vers le bureau. Je me laissais faire, m'installant face à cette femme dont le regard n'avait rien de médical et tout d'une prédatrice évaluant sa proie. L'entretien fut une mascarade pathétique. La prétendue doctoresse me posa des questions simples, mais sur un ton infantilisant, comme si elle s'adressait à une enfant de 5 ans. « Savez-vous en quelle année nous sommes, Geneviève ?» demanda-t-elle en prenant des notes rapides sur un carnet sans même me regarder. « 1992, répondis-je, avec un air de certitude totale, tout en voyant Nathalie jubiler dans le coin de la pièce. « Et qui est le président de la République actuelle ?» poursuivit la femme avec un petit sourire méprisant. « François Mitterrand, bien sûr, quel grand homme !» ajoutai-je en feignant un enthousiasme sénile. Mon fils Bastien, qui assistait à la scène depuis le pas de la porte, détourna la tête, le visage rouge de honte. Mais il ne dit toujours rien pour arrêter cette humiliation orchestrée. À cet instant, ma colère se transforma en une détermination glaciale. Ils voulaient que je sois folle, alors j'allais leur donner la performance de leur vie. Une fois que la femme fut partie, après avoir murmuré à Nathalie que mon cas était bien plus avancé qu'elle ne le pensait, l'ambiance dans la maison devint insupportable. Nathalie ne prenait plus la peine de cacher son hostilité. Elle rangeait mes livres dans des cartons, décrochait mes photos de mariage et commençait à lister le mobilier sur une tablette numérique. « C'est pour votre bien, Geneviève. Cette maison est trop grande, trop dangereuse pour vous avec tous ces escaliers, » répéta ma belle-fille Nathalie d'un ton sec, sans même lever les yeux vers moi. « Tu as entendu ce que le docteur a dit, maman. Tu n'es plus capable de vivre seule, » ajouta mon fils Bastien, sa voix se brisant légèrement, trahissant un reste de conscience, qu'il s'empressait d'étouffer sous les ordres de sa femme. Le soir tomba sur le Luberon, apportant avec lui un silence pesant.
Nathalie entra dans ma chambre, alors que je faisais semblant de lire un livre à l'envers. Elle tenait à la main un document officiel, un formulaire à l'entête d'une résidence pour seniors, située dans une banlieue grise et lointaine. « Geneviève, nous avons trouvé un endroit merveilleux pour vous, un vrai centre de repos, où l'on s'occupera de vous 24 heures. Sur 24, dit ma belle-fille Nathalie, en posant le papier sur mes genoux. Il suffit de signer ici pour signifier que vous acceptez d'y aller de votre plein gré. Cela simplifiera toutes les démarches administratives et nous évitera de passer par un juge. » Elle me tendit un stylo, ses yeux brillants d'une impatience cruelle. Je regardais le document, puis je levai les yeux vers elle, voyant le reflet de sa cupidité dans son regard. Et je sentis que le moment était venu de passer à l'étape suivante de mon plan. Je pris le stylo d'une main tremblante, faisant mine d'hésiter longuement. Mon fils Bastien se tenait au pied du lit, ses mains enfoncées dans ses poches, incapable d'intervenir, alors que sa propre mère était en train d'être dépouillée de sa liberté. « C'est pour mon bien, vous en êtes sûr ?» demandai-je d'un ton plaintif, cherchant une dernière fois à tester leur humanité. « C'est la seule solution raisonnable, Geneviève, signez maintenant » ordonna ma belle-fille Nathalie en appuyant son doigt sur la ligne pointillée. Je griffonnais une signature illisible, une simple spirale qui ne ressemblait en rien à ma véritable griffe de professeur. Mais Nathalie s'empara du papier avec un cri de triomphe, étouffé, sans même vérifier la validité du paraphe. Elle tenait enfin ce qu'elle voulait, mon consentement forcé, pour m'exclure de ma propre vie. Elle sortit de la pièce en emportant le document comme un trophée, laissant derrière elle un silence de mort. Seule dans l'obscurité de ma chambre, j'écoutais leurs rires étouffés, qui montaient du salon accompagnés du bruit d'un bouchon de champagne, que l'on fait sauter. Ils célébraient déjà leur victoire convaincue que j'étais une vieille femme brisée et manipulable. Ils ne savaient pas que ma petite fille Chloé arrivait le lendemain et qu'elle avait déjà reçu toutes les instructions nécessaires pour transformer cette ville-là en un champ de bataille dont il ne sortirait pas vainqueur. J'enlevai mon masque de détresse, redressai mon dos et regardai par la fenêtre la lune qui éclairait les collines. La farce était terminée, l'heure de la contre-attaque approchait, et Nathalie allait bientôt découvrir que l'on ne joue pas impunément avec la vie d'une femme qui a passé sa carrière à étudier les tragédies et les chutes des rois. Le crissement des pneus sur le gravier de l'allée annonça l'arrivée de ma petite fille Chloé le lendemain matin, et ce son fut pour moi comme une bouffée d'oxygène dans une pièce saturée de gaz carbonique. Chloé, avec son éternel sac à dos trop lourd et ses yeux pétillants de malice, était la seule personne de cette famille qui ne me regardait pas comme un dossier à classer ou une antiquité à dépoussiérer. Ma petite fille Chloé étudiait le droit à Lyon, et sous ses airs de jeune femme un peu rebelle, se cachait un esprit d'une logique implacable, doublé d'une maîtrise parfaite de tout ce qui concernait le monde numérique. Elle entra dans la villa comme une tempête, ignorant les manières affectées de ma belle-fille Nathalie pour venir m'embrasser avec une ferveur qui n'avait rien de fin. « Mamie, tu as l'air fatiguée, mais tes yeux disent le contraire », me murmura-t-elle à l'oreille, me serrant assez fort pour que je sente qu'elle était déjà de mon côté, sans même savoir ce qui se tramait réellement. Ma belle-fille Nathalie tenta immédiatement de reprendre le contrôle de la situation, en s'interposant, avec ce ton mielleux que je ne supportais plus. « Chloé, ma chérie, sois douce avec ta grand-mère. Elle a eu une semaine très difficile, et sa mémoire lui joue de vilains tours. » déclara ma belle-fille Nathalie, en me lançant un regard qui se voulait compatissant, mais qui n'était qu'une mise en garde. Je jouais mon rôle de vieille femme absente, me contentant de sourire vaguement à la cantonade, tout en observant la réaction de Chloé.
Elle fronça les sourcils scrutant sa mère avec une suspicion que Nathalie, trop occupée à ranger mes affaires dans des cartons, ne remarqua même pas. Mon fils Bastien lui restait dans l'ombre du couloir comme un figurant dans sa propre maison, incapable d'affronter l'énergie de sa fille ou la détermination de sa femme. Il fallut attendre la fin de la soirée quand la maison fut enfin plongée dans le calme et que Nathalie et Bastien se furent retirés dans leur chambre avec une bouteille de vin pour que Chloé se glisse dans ma chambre. Elle ne frappa pas, elle se faufila comme une ombre et s'assit sur le bord de mon lit, son ordinateur portable déjà ouvert sur ses genoux. « Mamie, on peut arrêter le spectacle maintenant. Je sais que tu ne perds pas la tête. » souffla ma petite fille, Chloé, en me fixant avec une intensité qui me fit chaud au cœur. Je me redressai, abandonnant instantanément mon masque de sénilité, et je lui racontais tous les clés disparues, le téléphone saboté, la fausse doctoresse, et surtout ce fameux document que j'avais signé sous la contrainte. Son visage se durcit au fur et à mesure de mon récit, et je vis l'étudiante en droit prendre le dessus sur la petite fille. Nous avons établi notre quartier général dans le petit coin lecture de ma chambre à l'abri des regards indiscrets. Ma petite fille Chloé commença par sécuriser mon téléphone, réinitialisant tous les paramètres que Nathalie avait modifiés et installant un logiciel de protection que personne ne pourrait contourner. Mais elle ne s'arrêta pas là. « Mamie, si maman est aussi pressée de te mettre de côté, c'est qu'elle a un besoin urgent d'argent. Et je vais découvrir pourquoi, affirma ma petite fille Chloé, en commençant à taper frénétiquement sur son clavier. Ses doigts volaient sur les touches, et je la regardais faire avec une admiration mêlée d'effroi devant la puissance de ces outils modernes. En quelques heures, elle parvint à s'introduire dans certains comptes que Nathalie pensait avoir protégés par des mots de passe complexes, mais que Chloé déchiffra avec une facilité déconcertante. Ce que Chloé découvrit nous laissa sans voix. Ma belle-fille Nathalie, qui se targuait d'être une négociatrice hors pair dans l'immobilier, s'était laissée entraîner dans des investissements frauduleux, des montages financiers douteux, basés sur des propriétés virtuelles et des crypto-monnaies instables. Elle avait contracté des dettes colossales, des centaines de milliers d'euros, et ses créanciers commençaient à se montrer menaçants. Les documents que Chloé affichait sur son écran montraient des ordres de saisie, des mises en demeure et des comptes bancaires vidés jusqu'au dernier centime. Elle ne voulait pas seulement m'aider, elle voulait littéralement voler cette ville-là pour éponger ses pertes avant que mon fils Bastien ne se rende compte de l'ampleur du désastre. « C'est une prédatrice aux abois, mamie. Elle n'hésitera devant rien, » conclut ma petite fille Chloé, en refermant son ordinateur. Pendant que Chloé compilait ses preuves, je me laissais dériver vers mes souvenirs. Les paroles de mon défunt mari Jean-Pierre me revinrent à l'esprit avec une clarté nouvelle. Peu avant sa mort, alors qu'il se savait condamné, il m'avait tenu les mains pendant de longues minutes dans son bureau. Geneviève m'avait-il dit de sa voix grave de juriste, le monde change, et les gens aussi parfois pour le pire. Si un jour tu sens que les loups rôdent, si tu vois les roses se faner dans ton cœur, n'oublie pas de regarder sous le pot. Je n'avais pas compris à l'époque, pensant qu'il délirait légèrement à cause de la fatigue, mais soudain le sens de ces mots me frappa. Jean-Pierre parlait du grand vase de porcelaine qui ornait son bureau, celui où je déposais toujours une rose fraîche de notre jardin. Je me levais malgré la fatigue qui engourdissait mes jambes, et je me dirigeais vers le bureau de mon mari, suivi de près par Chloé, qui tenait une petite lampe de poche. La pièce sentait encore le vieux papier et le tabac de pipe un parfum qui me fit monter les larmes aux yeux. Je m'approchais du lourd bureau de chêne et portais mon attention sur le vase. C'était une pièce ancienne, lourde et imposante. Je le soulevai avec précaution, mais il n'y avait rien dessous à part un peu de poussière.
Je fus saisie d'un doute, mais Chloé, plus attentive, remarqua que le fond du vase semblait avoir été modifié. En glissant ses doigts fins dans une petite fente presque invisible, elle fit jouer un ressort. Un double fond se détacha, révélant une petite fente creusée à même le bois du plateau du bureau. À l'intérieur de cette cachette se trouvait un petit objet métallique, une clé USB de couleur argentée enveloppée dans un morceau de velours bleu. Mes mains tremblaient en la récupérant. Jean-Pierre était un homme de prévoyance, un avocat qui savait que les preuves les plus solides sont celles que l'on ne voit pas. Nous retournâmes dans ma chambre en silence, le cœur battant à tout rompre. Chloé inséra la clé dans son ordinateur. Et après quelques secondes de chargement, un fichier vidéo apparut sur l'écran. Le titre était simple, écrit en lettres capitales, pour Nathalie et Bastien. Mon souffle se coupa quand je vis le visage de mon mari apparaître. Il semblait plus jeune, plus vigoureux que dans mes derniers souvenirs. Mais son regard était empreint d'une tristesse infinie. Nous n'avions pas encore lancé la lecture que nous entendîmes des bruits de pas dans le couloir. Ma belle-fille Nathalie approchait sans doute pour vérifier que j'étais bien endormie. Chloé éteignit l'écran en un éclair et se glissa sous mon lit, emportant son ordinateur avec elle. Je me recouchai précipitamment, tirant les couvertures jusqu'à mon menton et fermant les yeux, essayant de calmer les battements de mon cœur qui résonnaient dans mes oreilles. La porte s'ouvrit doucement, laissant filtrer une raie de lumière jaune. Je sentis la présence de Nathalie près de moi. Je devinais son regard qui pesait sur mon visage, cherchant une faille, un signe de simulation. Elle resta là quelques minutes immobile, comme un vautour observant sa proie avant de ressortir, en murmurant quelque chose que je ne pus saisir. Une fois la porte refermée et le bruit de ses pas éteint, Chloé ressortit de sa cachette, le visage pâle, mais déterminé. « On ne peut pas regarder ça ici, mamie. C'est trop dangereux, » chuchota-t-elle. Elle avait raison. Nous devions agir avec une prudence extrême. Mais la découverte de cette vidéo changeait tout. Ce n'était pas seulement une question de gros sous ou de maison. C'était un message d'outre-tombe, un testament moral que Jean-Pierre avait laissé pour protéger notre famille contre ses propres démons. En regardant l'écran noir de l'ordinateur, je sus que nous tenions là l'arme ultime. Ma petite fille Chloé me serra la main, et dans l'obscurité de la nuit provençale, un nouveau pacte fut scellé entre la vieille dame et la jeune rebelle. Le piège de Nathalie commençait à se retourner contre elle, et elle n'avait aucune idée de la puissance de la tempête qui s'apprêtait à déferler sur elle. Tes livres ne sont que de vieux papiers poussiéreux. Geneviève, ils n'ont plus leur place dans la vie moderne que nous te préparons. Me lança ma belle-fille Nathalie un matin, alors qu'elle jetait sans ménagement mes éditions originales de Flaubert dans un sac poubelle noir. Ce fut le signal du grand nettoyage, ou plutôt de la grande liquidation de mon existence. La villa de Provence, autrefois remplie des rires de Jean-Pierre et du parfum des reliures en cuir, devint en quelques jours un chantier de démolition affective. Nathalie ne se contentait plus de me surveiller. Elle effaçait mes traces une à une, avec une efficacité terrifiante, qui ne laissait aucune place au doute. Elle était pressée, très pressée, de se débarrasser de moi pour éponger ses dettes. Mais il ne savait pas que sous mon masque de vieille femme égarée, je notais chaque geste, chaque insulte, et que ma petite fille Chloé, cachée dans l'ombre des couloirs, s'assurait que rien ne soit perdu pour la justice. Le lendemain, ma belle-fille Nathalie entra dans le salon avec une pile de brochures glacées, qu'elle étala devant moi, comme si elle me proposait un voyage de luxe aux Seychelles. « Regarde, Geneviève, c'est la résidence de Loiselière, un véritable paradis sur terre. Un complexe 5 étoiles, avec piscine, jardin botanique
et des soins personnalisés à chaque instant, s'exclama-t-elle avec une voix si sucrée qu'elle en devenait écœurante. Mon fils Bastien, qui se tenait derrière elle, évitait mon regard fixant les prospectus avec une gêne évidente. « C'est pour ton bien, maman, tu y seras comme une reine. » balbutia-t-il, mais je voyais bien qu'il récitait une leçon dont il ne croyait pas un traître mot. En réalité, Chloé m'avait déjà montré les photos de cet endroit sur son écran. Un bâtiment en béton délavé, situé entre une autoroute et une zone industrielle, où les personnes âgées étaient parquées dans des chambres exiguës, pour le prix exorbitant de 3 000 € par mois. L'horreur atteignit un sommet quand Nathalie commença à vider mes tiroirs les plus personnels. Elle ne faisait aucune distinction entre les vieux journaux et les lettres d'amour que Jean-Pierre m'avait écrites pendant son service militaire en Algérie. Je la vis saisir un ruban de soie bleue qui maintenait un paquet de photographies en noir et blanc, des souvenirs de nos premières vacances sur la Côte d'Azur. Tout cela, c'est du désordre, Geneviève. Tu ne t'en souviens même plus, n'est-ce pas? Siffla ma belle-fille Nathalie, en lâchant les souvenirs dans le fond d'une benne louée pour l'occasion. Je sentis un hurlement monter dans ma gorge, une envie de la frapper, de la chasser de ma maison. Mais je me forçai à rester assise les mains sur les genoux, affichant un sourire vide et des yeux embrumés par une prétendue confusion. C'est à ce moment-là que j'entendis une conversation téléphonique qui me fit froid dans le dos. Ma belle-fille Nathalie s'était isolée sur le balcon, pensant que j'étais plongée dans ma sieste. Mais j'avais laissé la porte-fenêtre entr'ouverte. Oui, maître Vasseur, je vous confirme que la collection de livres rares sera disponible pour l'expertise dès mardi prochain, disait-elle d'un ton sec et professionnel. Il y a plusieurs pièces uniques du XVIIIe siècle. Nous en espérons au moins 60 000 €. J'ai le consentement de la famille, tout est en règle. Elle vendait ma vie morceau par morceau pour rembourser ses spéculations immobilières ratées. Chaque livre de cette bibliothèque représentait une année de travail pour Jean-Pierre. Et moi, chaque page était imprégnée de notre histoire. La colère qui me consumait se transforma en une arme froide et tranchante. Je décidai alors d'accélérer mon propre jeu de rôle. Je commençai à feindre des crises de désorientation plus profondes, parlant à des gens qui n'existaient pas, oubliant le prénom de mon fils Bastien, devant Nathalie, pour la mettre en confiance. « Oh, monsieur l'architecte, mon mari a-t-il payé vos honoraires ?» demandai-je à mon propre fils, avec un air d'égarement total. Bastien devint livide, mais Nathalie, elle ne put réprimer un petit rire de satisfaction. « Tu vois, Bastien, elle ne sait même plus qui tu es. Il faut qu'elle parte demain, c'est devenu trop dangereux, » affirma ma belle-fille Nathalie, en lui serrant le bras avec une force brutale. Elle se croyait enfin maîtresse du terrain, pensant que j'étais devenue une coquille vide, qu'elle pourrait manipuler à sa guise avant de me jeter. Pour graver définitivement ses intentions criminelles, je portais le coup de grâce. Un soir, je descendis au salon vêtue de ma plus belle robe de soie, une broche en argent épinglée sur mon cœur. Cette broche était un cadeau de Jean-Pierre pour nos 30 ans de mariage, mais c'était surtout là que ma petite fille, Chloé, avait dissimulé un microphone miniature ultra sensible. Je m'assis face à Nathalie et d'une voix chevrotante, je commençai à la supplier de ne pas me vendre mes livres. « S'il te plaît, Nathalie, garde au moins les poésies de Baudelaire. C'est tout ce qu'il me reste de Jean-Pierre. » murmurai-je en feignant de pleurer. Nathalie se leva brusquement, perdant toute patience maintenant qu'elle pensait que j'étais à sa merci totale. « Écoute-moi bien, vieille folle !» gronda ma belle-fille Nathalie, en se penchant sur moi, son visage déformé par une haine pure. « Tes livres vont payer mes dettes, et ta maison va financer le reste de ma vie. Bastien est un faible qui n'oserait jamais me contredire. Et toi, tu vas finir tes jours dans cette chambre grise de Loiselière
à regarder les voitures passer sur le périphérique. Tu n'es plus rien, Geneviève. Juste un titre de propriété que je vais bientôt liquider. J'espère que tu as aimé tes fleurs de deuil, car ce sont les dernières que tu verras de ma part. » Elle ne se rendait pas compte que chaque syllabe, chaque menace, chaque aveu de son crime financier et moral était enregistré avec une clarté cristalline. Le silence qui suivit fut seulement rompu par le bruit de ses talons qui claquaient sur le carrelage, alors qu'elle s'éloignait vers la cuisine pour se verser un verre de vin. Je restais immobile dans la pénombre du salon, sentant le poids de la broche contre ma poitrine. Le piège était désormais complet. J'avais les preuves de sa malveillance, de ses vols et de son projet d'extorsion. Ma petite fille Chloé, qui avait écouté toute la scène depuis l'étage, via son récepteur, descendit me rejoindre quelques minutes plus tard. Elle me prit la main et je sentis qu'elle tremblait de rage contenue. « On l'a eu, mamie. On a tout, chaque mot est enregistré et sauvegardé sur 3 serveurs différents. » murmura ma petite fille, Chloé, en m'embrassant sur le front. La nuit fut courte et agitée. Au petit matin, une camionnette blanche, banalisée sans aucune inscription, se gara bruyamment devant la grille de la villa. 2 hommes au visage fermé portant des uniformes bleus élimés qui n'avaient rien de médical en descendirent. C'était le transport pour Loiselière. Nathalie était déjà sur le perron, une liste à la main, indiquant aux hommes quel carton emporter. « Allez, Geneviève, le taxi est là pour vos vacances », dit ma belle-fille Nathalie d'un ton sec sans même me regarder. Elle ne m'aidait pas à porter mon petit sac. Elle se contentait de surveiller les déménageurs pour s'assurer qu'ils ne cassaient pas les objets de valeur qu'elle comptait revendre. Mon fils Bastien s'approcha de moi les yeux rouges et tenta de me prendre la main. « Pardonne-moi, maman », murmura-t-il si bas que j'eus du mal à l'entendre. Je ne lui répondis pas. Je fixai le vide jouant mon rôle jusqu'au bout, laissant les 2 hommes me guider vers le véhicule qui ressemblait plus à un fourgon cellulaire qu'à une ambulance de luxe. En montant sur le marchepied, je jetai un dernier regard vers ma villa, vers le jardin où les roses de Jean-Pierre commençaient à flétrir faute de soins. La porte coulissante se referma dans un claquement sinistre, nous plongeant dans une semi-obscurité. Le moteur tourna, les pneus crissèrent sur le gravier, et je sus que le voyage vers l'enfer que Nathalie m'avait préparé était en réalité le chemin qui mènerait à sa propre destruction. Je n'étais pas une victime qu'on emmenait, j'étais un cheval de Troie qui s'apprêtait à entrer dans leur camp pour tout dévaster. Le véhicule s'arrêta dans un sursaut devant une grille rouillée qui grinçait sous le vent, et je sus avant même d'ouvrir les yeux que le paradis promis par ma belle-fille Nathalie n'était qu'un sinistre décor de fin de vie. Loiselière ne ressemblait en rien aux brochures glacées qu'elle m'avait agitées sous le nez. C'était un bâtiment gris, aux murs lépreux, entouré d'un grillage qui rappelait plus une enceinte pénitentiaire qu'une résidence de repos. L'odeur de désinfectant bon marché et de soupe trop cuite me prit à la gorge dès que je franchis le seuil. Mais je ne protestais pas. Je laissais les infirmières au regard las me guider vers une chambre exiguë, où le lino se décollait dans les coins. Je savais que pour détruire le château de cartes de ma belle-fille, Nathalie, je devais d'abord descendre dans les profondeurs de l'enfer qu'elle m'avait destiné. Ma première nuit fut un cauchemar de bruits sourds et de gémissements lointains. Dans le couloir, j'entendais le pas lourd des gardiens et le cliquetis des chariots de médicaments. Je restais éveillée, assise sur mon lit étroit, serrant contre moi mon petit sac à main qui contenait mon seul lien avec le monde extérieur, le téléphone sécurisé par ma petite fille Chloé. Vers 2h du matin, je fus témoin d'une scène qui finit de glacer mon sang. Une vieille dame dans la chambre voisine appelait désespérément sa fille.
Une aide-soignante entra brusquement et lui cria de se taire d'une voix si violente que j'en eus des frissons. « Taisez-vous, Madame Morel, ou je vous prive de dessert demain aussi !» lança-t-elle avant de claquer la porte. Cette méchanceté gratuite, cette absence totale d'humanité envers ceux qui ne peuvent plus se défendre, redoubla ma volonté. Nathalie ne m'avait pas seulement envoyée ici pour me voler, elle m'avait condamnée à la déchéance. Le lendemain matin, alors que je faisais semblant de manger une bouillie insipide, dans la salle commune, je sentis mon téléphone vibrer discrètement dans ma poche. Je m'isolais dans un coin du jardin, un petit rectangle de terre battue, entouré de murs hauts. C'était un message de ma petite fille Chloé, accompagné de plusieurs fichiers joints. « Mamie, j'ai trouvé la preuve ultime », m'écrivit-elle. « Maman a imité ta signature sur un prêt à la consommation de 50 000 € le mois dernier. Elle a utilisé tes papiers qu'elle a volés dans le coffre du bureau. » Je regardais les documents défiler sur mon écran. La signature au bas du contrat de crédit était une imitation grossière de la mienne, mais suffisante pour tromper un banquier trop pressé. Ma belle-fille Nathalie était passée du stade de la manipulation psychologique à celui du crime financier pur et simple. Je savais ce qu'il me restait à faire. Avec une main qui ne tremblait plus, je composais un numéro, que je connaissais par cœur, celui de l'étude de Maître Lefebvre l'avocat, et ami de longue date de mon défunt mari Jean-Pierre. Quand il décrocha sa voix grave et rassurante, me fit presque monter les larmes aux yeux. « Geneviève, enfin, je m'inquiétais de ne plus avoir de vos nouvelles. Votre fils m'a dit que vous étiez en cure de repos prolongée, » dit le notaire Maître Lefebvre. « Maître, écoutez-moi bien, » répondis-je d'un ton ferme qui le surprit visiblement. Je suis retenue dans un établissement indigne par la ruse de ma belle-fille. Il est temps d'ouvrir le dossier spécial que Jean-Pierre a laissé chez vous. Il est temps d'activer la clause des roses. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. La clause des roses était une disposition secrète que Jean-Pierre avait ajoutée à son testament 3 mois avant de mourir, alors qu'il commençait à avoir des doutes sur la probité de Nathalie. Cette clause stipulait que si jamais je devais quitter la villa de Provence contre ma volonté ou dans des circonstances suspectes, l'intégralité de l'héritage serait immédiatement gelée et transférée dans un fonds fiduciaire dont je serais la seule gestionnaire. « Vous êtes sûre de vous, Geneviève ?» demanda le notaire d'une voix solennelle. « Plus sûre de rien d'autre dans ma vie, maître, affirmai-je. Envoyez la convocation officielle pour la lecture du testament à mon fils et à sa femme. Pour demain à la villa, je serai là. » Pendant que les rouages de la justice commençaient à tourner, mon fils Bastien vint me rendre visite. Il entra dans la salle commune, l'air hagard, portant un bouquet de fleurs fanées qu'il avait dû acheter à la va-vite à la gare. « Maman, comment tu te sens ?» demanda mon fils Bastien, en évitant de regarder les autres résidents qui erraient, comme des âmes en peine autour de nous. Je le regardais longuement, cherchant dans ses yeux l'enfant honnête qu'il avait tant né autrefois. « Pourquoi m'as-tu laissé ici, Bastien ?» demandai-je simplement. Il s'effondra sur une chaise en plastique, cachant son visage dans ses mains. « Nathalie dit que c'est nécessaire, que nous allons tout perdre. Sinon, murmura-t-il, mais chaque fois que je rentre à la maison et que je vois tes affaires disparaître, j'ai l'impression de mourir un peu. » Sa culpabilité était réelle, mais sa faiblesse l'était tout autant. Il était le complice silencieux d'un crime odieux. « Écoute-moi, Bastien, dis-je en me penchant vers lui, demain tout va changer. Ton père a prévu ce moment. Ne laisse pas Nathalie t'entraîner plus loin dans sa chute. » Il me regarda perplexe, sans comprendre la portée de mes paroles. Il pensait sans doute que je divaguais encore une idée que sa femme lui avait soigneusement implantée dans le cerveau. Il repartit peu après, me laissant seule avec mes pensées et la froideur des murs de Loiselière.
Pendant ce temps, à la villa, ma belle-fille Nathalie exultait. Elle venait de recevoir un pli recommandé, par porteur spécial. En voyant l'entête de l'étude de Maître Lefebvre, elle ne put s'empêcher de pousser un cri de joie. « Bastien, regarde, le notaire nous convoque pour la lecture définitive du testament », s'exclama-t-elle en agitant la lettre. « C'est enfin le moment. Nous allons pouvoir vendre cette baraque et repartir à zéro. » Elle était tellement aveuglée par sa propre avidité qu'elle n'avait pas remarqué le ton inhabituellement froid du courrier, ni le fait que la réunion se tiendrait en présence d'un huissier. Elle passa le reste de la soirée à faire des plans de rénovation pour leur futur appartement de luxe à Lyon, commandant déjà des meubles sur catalogue, avec l'argent qu'elle n'avait pas encore. Elle se sentait invincible. Pour elle, la vieille Geneviève était définitivement neutralisée, enfermée derrière les barreaux de l'Oiselière, incapable de nuire ou de se souvenir. Elle ignorait que ma petite fille Chloé avait déjà transféré toutes les preuves de ses détournements de fonds au notaire et que l'acte de sa propre déchéance était déjà rédigé. La nuit tomba sur la Provence, une nuit calme et étoilée qui contrastait avec la tempête qui se préparait. Dans ma petite chambre de la résidence, je préparais mes affaires. Je n'avais pas grand-chose, juste ma dignité et mon désir de justice. Je savais que le lendemain serait le jour du jugement. Je me sentais étrangement apaisée, comme si l'esprit de Jean-Pierre marchait à mes côtés. En regardant par la petite fenêtre grillagée, je murmurais « Les roses vont bientôt refleurir, Nathalie, mais pas pour toi. » Le cliffhanger de cette journée fut le sourire carnassier de ma belle-fille Nathalie lorsqu'elle ferma la porte de la villa ce soir-là, persuadée qu'elle était à l'aube de la fortune, alors qu'elle venait de franchir le premier pas vers sa propre prison. Elle se voyait déjà héritière. Elle allait découvrir qu'elle n'était qu'une paria. Le silence qui régnait dans le grand salon de la villa ce soir-là n'était pas celui de la paix, mais celui qui précède les grands orages d'été en Provence, quand l'air devient si lourd qu'on a l'impression que les murs eux-mêmes s'apprêtent à craquer. Je m'étais installée dans mon fauteuil à oreille, celui de Jean-Pierre, et j'observais la vapeur s'échapper de ma tasse de porcelaine. J'avais pris soin de préparer ce thé, avec une précision rituelle, savourant chaque geste, la bouilloire qui siffle, l'eau qui crépite, l'infusion des feuilles de verveine. Je n'avais plus rien d'une femme égarée. Mon dos était droit, mon regard clair, et ma main ne tremblait absolument pas quand je portais la tasse à mes lèvres. Ma petite fille Chloé m'avait ramené de l'Oiselière 3 heures plus tôt, bravant les interdits de sa mère, et nous attendions maintenant que le reste de la famille rentre pour ce qui allait être notre dernière nuit sous le même toit. Le bruit de la voiture de mon fils Bastien déchira le calme de l'allée. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée claqua avec une violence qui fit vibrer les cadres dans le couloir. Ma belle-fille Nathalie entra dans le salon comme une furie. Son visage habituellement si composé était déformé par une rage qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Elle s'arrêta net en me voyant assise là, tranquille, une simple tasse de thé à la main. « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» hurla ma belle-fille Nathalie. « Vous devriez être enfermée qui vous a permis de sortir de cette résidence sans mon autorisation. » Je la regardais sans sourciller, prenant une lente gorgée de mon breuvage, avant de lui répondre avec une douceur glaciale. « Je suis chez moi, Nathalie, et une propriétaire n'a pas besoin de permission pour occuper son propre salon. » Répondis-je d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. Elle s'élança vers moi les mains tendues, comme si elle voulait m'arracher de mon siège par la force. Mais ma petite fille Chloé surgit de l'ombre de la bibliothèque et s'interposa avec une autorité que je ne lui connaissais pas encore. « Ne la touche pas, maman, si tu fais un pas de plus vers elle. J'appelle la gendarmerie, immédiatement, et je leur montre tout ce que j'ai trouvé sur ton ordinateur. »
lança ma petite fille, Chloé, le corps tendu comme un arc. Ma belle-fille Nathalie s'arrêta net le souffle court, ses yeux faisant la navette entre sa fille et moi. Elle comprit à cet instant que le vent avait tourné, mais son orgueil l'empêchait encore de battre en retraite. « Vous êtes toutes les deux folles, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Nous sommes ruinés par votre faute. » grinça-t-elle en se tournant vers mon fils Bastien, qui venait d'apparaître sur le seuil, le visage livide. « Bastien, regarde-les, elles complotent contre nous !» s'écria ma belle-fille Nathalie, en tentant de rallier mon fils à sa cause. Mon fils Bastien s'approcha lentement ses yeux, passant de ma silhouette digne à celle débraillée par la colère de sa femme. Il semblait perdu comme un enfant au milieu d'un champ de mine. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. Je posai ma tasse sur le guéridon de marqueterie et je sortis mon téléphone de ma poche de tablier. « Approche, Bastien, j'ai quelque chose que tu as besoin d'entendre. Quelque chose que ta femme a dit quand elle pensait que je n'étais plus qu'une ombre sans oreille, » dis-je en activant le haut-parleur. Le salon fut soudain rempli par la voix de Nathalie, une voix que Bastien ne connaissait pas dure, méprisante, dénuée de tout amour. On entendit distinctement ma belle-fille Nathalie dire « Bastien est un faible, un architecte raté qui n'oserait jamais me contredire. Il restera accroché aux jupes de sa mère jusqu'à ce que je vide ses comptes et qu'on l'envoie paître avec elle. » Le silence qui suivit l'enregistrement fut plus terrible que n'importe quelle dispute. Mon fils Bastien sembla se recroqueviller sur lui-même, comme si chaque mot était une flèche empoisonnée, tirée en plein cœur. Il regarda sa femme avec une horreur grandissante, découvrant enfin le monstre qu'il avait laissé entrer dans notre demeure et dans son lit. « Tu as vraiment dit ça, Nathalie ?» murmura mon fils Bastien, ses lèvres tremblant de douleur et de dégoût. « Ce sont des mensonges. C'est un montage. Elle a tout inventé pour nous séparer. » bégaya ma belle-fille. Nathalie, mais ses dénégations sonnaient creux face à la réalité numérique de l'enregistrement. La trahison était la nue incontestable. Mon fils se détourna d'elle faisant un pas vers moi, mais je levai la main pour l'arrêter. « Ne viens pas chercher mon pardon ce soir, Bastien. La faiblesse est aussi une forme de cruauté, » lui dis-je sans colère, mais avec une tristesse infinie. « Vous avez tous les deux choisi votre camp maintenant. Il vous faut assumer les conséquences de vos actes. » La maison se sépara alors en 2 territoires ennemis. Nathalie se réfugia dans la chambre d'amis. On l'entendait jeter des objets et passer des appels frénétiques, probablement pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être de ses finances véreuses. Bastien resta prostré dans le bureau de son père, entouré des livres qu'il avait laissés sa femme Brada, réalisant trop tard l'ampleur de son renoncement. Quant à Chloé et moi, nous restâmes dans la cuisine, préparant une soupe simple comme si de rien n'était. Nous avions gagné la première bataille, mais la guerre finale se jouerait le lendemain matin, à l'étude du notaire. Vers 11h du soir, je montais dans ma chambre pour me préparer. Je n'avais pas sommeil. Je sortis de l'armoire ma plus belle robe en faille de soie noire, celle que je portais pour les grandes réceptions, au rectorat, quand Jean-Pierre était encore à mes côtés. Je l'étalai soigneusement sur le lit lissant chaque pli, avec une dévotion presque religieuse. Je sortis aussi mes perles et mes gants. Chloé entra dans la pièce, alors que j'ajustais la broche que Jean-Pierre m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. « Tu vas être magnifique, mamie », dit ma petite fille Chloé en s'asseyant sur le coffre au pied du lit. « Demain, nous ne serons pas au tribunal, nous serons à une cérémonie. » répondis-je en me regardant dans le miroir. Ma belle-fille Nathalie pense qu'elle va hériter d'une fortune. Elle ne se doute pas qu'elle va assister à son propre enterrement social.
Je porterai cette robe pour marquer la fin de sa tyrannie et le début de notre nouvelle vie. J'ai passé trop d'années à me taire pour plaire à mon fils, pour garder une paix qui n'était qu'un mensonge. Demain, la vérité sera dite, et elle sera aussi coupante qu'un rasoir. Je m'assis au bord de la fenêtre, regardant les lumières des villages voisins qui scintillaient dans la vallée du Lubron. L'odeur de la terre humide et du romarin montait jusqu'à moi, me rappelant pourquoi Jean-Pierre et moi avions tant aimé cet endroit. Nous nous étions battus pour construire ce domaine, pour éduquer notre fils, pour transmettre des valeurs d'honneur et d'intégrité. Nathalie avait cru pouvoir tout balayer d'un revers de main cupide, pensant que la vieillesse était une maladie qui rendait idiot. Elle allait apprendre à ses dépens que l'expérience est une arme, que les jeunes loups sous-estiment toujours. Alors que l'horloge de l'entrée sonnait les 12 coups de minuit, je sentis une force nouvelle m'envahir. Je n'étais plus la veuve éplorée de l'acte 1, ni la prisonnière hébétée de l'acte 5. J'étais une femme de 70 ans qui reprenait les rênes de son destin. Demain, le notaire Maître Lefebvre lirait le testament de Jean-Pierre, et le piège final se refermerait sur la gorge de celle qui avait voulu me détruire. Je fermais les yeux pour quelques heures de repos nécessaires un demi-sourire aux lèvres. Demain, nous irons assister aux funérailles de votre cupidité, Nathalie, murmurai-je dans le noir. Et ce sera le plus beau jour de ma vieillesse. Le bureau de Maître Lefebvre était exactement comme je m'en souvenais. Une pièce tapissée de boiseries sombres, imprégnée de l'odeur du vieux papier et du cuir où le temps semblait s'être arrêté, pour observer la comédie humaine. Ce matin-là, la lumière grise de Lyon filtrait à travers les hautes fenêtres, jetant des ombres allongées sur le grand bureau en acajou. Ma belle-fille Nathalie s'était installée dans l'un des fauteuils club, avec une assurance déconcertante vêtue d'un tailleur noir impeccable, une mallette en cuir de crocodile posée sur ses genoux. Elle dégageait une odeur de parfum coûteux et de victoire prématurée. Mon fils Bastien, assis à ses côtés, semblait n'être qu'une ombre, ses yeux rougis, fixant nerveusement ses propres mains. Quant à moi, j'étais placée au centre entourée de ma petite fille Chloé et du notaire Maître Lefebvre, qui ajustait ses lunettes avec une lenteur calculée. Maître, commença ma belle-fille Nathalie d'une voix claire et assurée. Nous sommes ici pour clore cette douloureuse affaire de succession. Comme vous le savez, l'état de santé de ma belle-mère Geneviève s'est gravement dégradé ces dernières semaines. Elle sortit une chemise cartonnée de sa mallette et la fit glisser sur le bureau. Voici un certificat médical attestant de ses troubles cognitifs avancés. Compte tenu de cette situation, mon mari Bastien, en tant qu'héritier direct, souhaite demander la mise sous tutelle immédiate des biens et la gestion complète de la propriété de Provence pour assurer la sécurité de sa mère. Elle me jeta un regard de pitié feinte, un sourire victorieux, étirant ses lèvres fines. Elle pensait avoir abattu son dernier atout, celui qui me rayerait définitivement de la carte. Le notaire Maître Lefebvre ne toucha même pas au document. Il se contenta de le regarder, à travers ses verres épais, avec une sorte de curiosité clinique, comme on observe un insecte nuisible. « Je vous remercie, madame. Mais avant d'examiner vos pièces, je dois procéder à la lecture du codicille de monsieur Jean-Pierre, un ajout de dernière minute qu'il m'a confié 3 mois avant son décès, » déclara-t-il d'un ton sec qui fit vaciller l'assurance de Nathalie. Ma belle-fille fronça les sourcils, ses doigts se serrant sur le rebord de son sac. « Un codicille, de quoi parlez-vous, Jean-Pierre ? Nous a tout dit sur ses dernières volontés. » répliqua-t-elle une légère pointe d'anxiété, perçant sous sa voix autoritaire. Maître Lefebvre déplia un parchemin jauni le lissant, avec une dévotion presque religieuse. Il s'agit de la clause de sauvegarde, de l'épouse plus communément appelée, dans notre jargon, la clause des roses.
expliqua-t-il. Il commença la lecture d'une voix monocorde, qui résonnait dans le silence oppressant de l'étude. Moi, Jean-Pierre, saint de corps et d'esprit, stipule que toute tentative de coercition, d'intimidation ou de placement forcé de mon épouse Geneviève hors de sa demeure principale par l'un des héritiers entraînera la déchéance immédiate et irrévocable de tous ses droits successoraux. Si une telle intention est prouvée, l'héritier fautif sera considéré comme indigne et exclu de la succession au profit du conjoint survivant et de ma petite-fille Chloé. Le visage de ma belle-fille Nathalie devint livide, passant du rose poudré au gris cendre en quelques secondes. C'est ridicule. Cet un faux Jean-Pierre n'aurait jamais écrit une chose pareille. Il n'avait aucune raison de douter de nous, s'écria-t-elle en se levant brusquement sa mallette manquant de tomber au sol. Mon fils Bastien lui semblait s'enfoncer encore plus profondément dans son fauteuil, comme s'il cherchait à disparaître. « Calmez-vous, madame. Nous n'en sommes qu'au début », ajouta le notaire maître Lefebvre en faisant un signe de tête vers ma petite-fille Chloé. Ma petite-fille Chloé sortit alors sa tablette et connecta l'appareil au grand écran qui servait aux présentations immobilières dans la salle. « Regardez bien l'écran, maman, dit ma petite-fille Chloé d'une voix froide. » Une série de documents apparus, des relevés bancaires, des captures d'écran de conversations chiffrées et surtout le contrat de prêt frauduleux. Voici la preuve que tu as imité la signature de mamie pour emprunter 200 000 € afin de couvrir tes pertes dans la société immobilière que tu as coulée en secret. Et voici les enregistrements de tes menaces à la villa où tu expliques clairement ton projet de la faire interner pour vendre la maison. Ma belle-fille Nathalie essaya de parler, mais seul un son rauque sortit de sa gorge. Elle regarda son mari cherchant un appui, mais Bastien se contentait de secouer la tête, accablé par la honte. Le coup de grâce vint quand maître Lefebvre appuya sur une touche de son clavier. Le visage de mon cher Jean-Pierre apparut sur l'écran géant. Il était dans son bureau, celui de la villa Une Rose Rouge, posé devant lui. Nathalie Bastien commença mon mari Jean-Pierre. Sur la vidéo, si vous voyez ce message, c'est que j'avais raison de ne pas vous faire totalement confiance. Nathalie, j'ai vu ton manège dès le début. Ton avidité n'a d'égal que ta maladresse. Geneviève est l'âme de cette famille. Et j'ai pris toutes les dispositions pour qu'elle soit protégée de tes griffes. J'ai transféré l'intégralité du capital liquide et les titres de propriété dans un fonds fiduciaire, géré par maître Lefebvre, dont Geneviève est la seule bénéficiaire et décisionnaire. Chloé en sera l'héritière à sa majorité légale, à condition qu'elle veille sur sa grand-mère. La vidéo continuait impitoyable. Quant à toi, Bastien, mon fils, poursuivit Jean-Pierre dans le message, ta faiblesse m'a profondément attristé. Tu as laissé cette femme maltraiter ta propre mère sous ton toit. En conséquence, tes droits sur la villa sont annulés. Tu devras rembourser au fonds fiduciaire l'intégralité des frais de tes études d'architecture que j'ai payés jadis, afin que cet argent serve à des œuvres de charité choisies par ta mère. C'est ta seule chance de racheter un peu de ton honneur. Nathalie, tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. Le notaire a déjà transmis les preuves de tes fraudes au procureur de la République. Un silence de mort retomba sur le bureau. Ma belle-fille Nathalie était tombée à genoux, ses mains tremblantes, ramassant désordonnément ses papiers éparpillés. Elle ne ressemblait plus à la femme d'affaires impitoyable de tout à l'heure, mais à une criminelle prise au piège pathétique et seule. Mon fils Bastien s'approcha de moi, les larmes coulant sans retenue sur ses joues. « Maman, je suis désolée, je ne savais pas pour les dettes. Je ne savais pas qu'elle était allée aussi loin. » Sanglota-t-il. Je le regardai avec une tristesse immense, mais je ne fis pas un geste pour le consoler. La trahison est une plaie qui ne se ferme pas avec de simples excuses. À cet instant précis,
2 hommes en uniforme entrèrent discrètement dans la pièce. Maître Lefebvre les avait prévenus à l'avance. « Madame Nathalie, veuillez nous suivre, vous êtes entendue. Dans le cadre d'une enquête pour abus de faiblesse, faux et usage de faux et fraude financière, » dit l'un des policiers en lui posant une main ferme sur l'épaule. Elle ne lutta pas. Elle se laissa emmener la tête basse, ses talons hauts, produisant un son dérisoire sur le parquet de chêne. Bastien resta planté là au milieu du bureau seul avec sa lâcheté et les ruines de son mariage. Je me levai lentement, ajustant ma broche en argent. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des mois s'était enfin évaporé. Ma petite fille Chloé vint se glisser sous mon bras, me soutenant avec une tendresse infinie. Maître Lefebvre se leva à son tour et s'inclina légèrement devant moi. « Justice est faite, Geneviève », murmura-t-il avec un clin d'œil complice. Je sortis de l'étude, sans un regard pour mon fils marchant d'un pas assuré vers la lumière du jour, qui commençait enfin à percer les nuages lyonnais. L'échec et mat était total, et le parfum des roses de Jean-Pierre semblait flotter dans l'air plus doux que jamais. La justice des hommes est parfois lente, mais quand elle finit par s'abattre, elle le fait avec le poids implacable de la vérité. Ma belle-fille Nathalie a passé ses derniers mois à répondre de ses actes devant les tribunaux de Lyon. Les preuves accumulées par ma petite-fille Chloé étaient si accablantes qu'aucune de ces dénégations n'a tenu face au procureur de la République. Elle a été reconnue coupable d'abus de faiblesse de faux en écriture privée et de fraude financière. La sentence est tombée comme un couperet, 3 ans de prison dont 18 mois fermes, assortis d'une obligation de remboursement intégral de ses créanciers. Sa carrière dans l'immobilier est brisée, sa réputation réduite en cendres. Je n'éprouve aucune joie à sa chute, seulement le soulagement immense de voir que l'on ne peut pas impunément piétiner la vie d'autrui pour quelques billets de banque. Elle doit maintenant faire face à la solitude des murs gris, là où elle voulait m'enfermer pour toujours. Mon fils Bastien a enfin ouvert les yeux, mais le prix de son aveuglement a été terrible. Il a déposé une demande de divorce dès le lendemain de la lecture du testament. Je le revois encore debout dans le hall de la villa, une valise à chaque main, le regard perdu dans les souvenirs d'une vie qu'il n'avait pas su protéger. « Je ne t'en veux pas, Bastien, mais je ne peux pas oublier que tu as laissé le loup entrer dans la bergerie, » lui dis-je, en le regardant une dernière fois avant son départ. Il a choisi de quitter la région, de retourner travailler comme simple architecte salarié dans un cabinet à l'autre bout de la France, loin des tentations de la fortune facile. Je ne l'ai pas chassé, mais j'ai maintenu cette distance nécessaire pour qu'il puisse enfin grandir seul et apprendre ce que signifie réellement le mot responsabilité. Parfois, il faut que les branches se cassent pour que l'arbre puisse repartir sur de nouvelles bases. La villa de Provence a retrouvé son calme, mais elle ne sera plus jamais la même. Avec l'aide de ma petite fille Chloé et de maître Lefebvre, nous avons décidé d'honorer la mémoire de mon mari, d'une manière qui lui aurait plu. Nous n'avons pas vendu le domaine. Au lieu de cela, nous avons transformé le grand salon et l'immense bibliothèque en un espace ouvert au public. C'est désormais la bibliothèque Jean-Pierre. Des étudiants en droit et en lettres viennent maintenant s'asseoir là, où mon mari travaillait autrefois, feuilletant ses livres rares, que ma belle-fille Nathalie voulait envoyer à la décharge. Les murs résonnent de nouveau de discussions passionnées d'idées neuves et du murmure des pages que l'on tourne. En voyant ces jeunes gens s'installer dans les fauteuils de cuir, j'ai l'impression que Jean-Pierre est encore un peu là protégeant notre savoir contre l'oubli et la cupidité. Ma petite fille Chloé est devenue ma meilleure alliée et ma plus grande fierté. Elle termine ses études avec brio et nous gérons ensemble le fonds fiduciaire,
pour s'assurer que la villa reste un lieu de culture et de paix. Elle vient souvent passer ses week-ends ici, délaissant l'agitation lyonnaise pour le silence du Luberon. Nous passons des heures à jardiner ensemble, à tailler les rosiers qui avaient tant souffert de l'absence de soins pendant ma captivité à Loiselière. Elle a cette même étincelle de justice dans les yeux que son grand-père, et je sais que la relève est assurée. Nous ne parlons presque plus de sa mère Nathalie. C'est une cicatrice qui se referme lentement, laissant place à une complicité que rien ne pourra plus briser. Aujourd'hui, alors que le soleil de Provence décline doucement derrière les collines d'ocre, je suis assise sur la terrasse, avec une tasse de café entre les mains. L'air est chargé du parfum de la lavande et du thym sauvage. J'ai 70 ans, et pour la première fois de ma vie, je me sens véritablement libre. Libre des attentes de la société, libre des manipulations familiales, libre de disposer de mon temps et de mon cœur, comme je l'entends. On dit souvent que la vieillesse est un naufrage, mais je crois que c'est un mensonge inventé par ceux qui ont peur de la sagesse. Pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie, une renaissance où chaque jour est un cadeau précieux que je savoure sans aucune amertume. Je ne vieillis pas, je m'accomplis enfin libérée des ombres du passé. Le jardin est redevenu magnifique. Les roses blanches et rouges que Jean-Pierre aimait tant fleurissent de nouveau avec une vigueur incroyable, comme si elles célébraient, elles aussi, notre victoire. Je me lève pour aller rejoindre Chloé qui m'attend près du grand puits en pierre. Elle me sourit et je sens la chaleur du soleil sur ma peau, une sensation que j'avais cru perdre à jamais dans les couloirs froids de la maison de retraite. La vie est résiliente tout comme moi. Nous avons traversé la tempête, nous avons affronté la trahison, et nous en sommes sortis plus fortes, plus unies. La villa de Provence restera un sanctuaire, un rappel constant, que l'amour et la vérité finissent toujours par triompher de l'obscurité. Les roses ne fleurissent que pour ceux qui savent en chérir les racines, murmurai-je, en posant ma main sur l'épaule de ma petite fille. Elle acquiesça en silence, regardant les pétales vibrer sous la brise légère du soir. Notre histoire n'est pas celle d'une chute, mais celle d'une résistance acharnée contre la laideur du monde. Et tandis que les dernières lueurs du jour embrasent le ciel provençal, je sais que Jean-Pierre, de là où il est, regarde son jardin avec un sourire paisible. La boucle est bouclée, le piège a disparu, et il ne reste que la beauté pure d'un nouveau départ. Si vous étiez à ma place, auriez-vous la force de pardonner un jour à Bastien pour sa faiblesse? Ou pensez-vous qu'il doit continuer à reconstruire sa vie, loin de cette maison sans jamais revenir? J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur la question, car le cœur d'une mère balance toujours entre la justice et l'indulgence. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous feriez à ma place.